In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît, et en fin de compte, tout le monde connaît, et en même temps, il y a, on va dire, des légendes urbaines concernant cette thématique. Je suis très content de parler du Nouvel Hollywood aujourd'hui, parce qu'il y a un livre, parce que ce livre s'intitule donc Le Nouvel Hollywood de 67 à 80. On va parler de la fin du Nouvel Hollywood, parce que c'est une question que vous posez dans le livre. Une réinvention du point de vue. Voilà, ça c'est l'angle d'attaque du livre. On va parler aussi du point de vue. Mon invité, c'est l'auteur de ce livre, Baptiste Villeneuve. C'est édité chez Presse Universitaire de Rennes. D'ailleurs, je remercie Noémie Collen pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le livre est sorti 23-26 mai de cette année. Il est encore disponible et je suis donc très content que Baptiste ait accepté de venir pour en parler. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ah bah écoutez, très content. Alors, je montre quand même ce livre. Voilà, je montre ça. Et tout de suite, une question très simple, très basique. Enfin, je connais la réponse parce que c'est dans le bouquin, mais pourquoi cette photo? Pourquoi ce film? Alors, donc, c'est Faye Dunaway qui incarne Bonnie Parker dans le fameux film Bonnie and Clyde. Alors, évidemment, c'est un des films qui est considéré comme lançant justement le Nouvel Hollywood en 1967. C'est un film qui crée vraiment une rupture dans le cadre du cinéma américain, notamment parce qu'à la toute fin du film, il y a une scène extrêmement violente, en fait, ce qui n'aurait pas été possible au moment où le code de production, le code Hays, était en vigueur. Le code Hays a été aboli justement un an avant la sortie du film en 1966. Donc, c'est vraiment un film formellement novateur qui aborde aussi la violence plein cadre. Et donc, voilà, je voulais absolument qu'il y ait une image de ce film qui soit en couverture. C'est le tout début du film, en fait. C'est un des tout premiers plans du film. Et cette première scène du film, elle est aussi très intéressante parce que, en fait, on nous montre le personnage de Bonnie Parker en proie à une frustration sexuelle qui est assez transparente, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Arthur Penn, donc le réalisateur du film, va essayer de traduire du point de vue de la forme, du point de vue du style cinématographique, cette frustration sexuelle, cette nervosité qui est celle de Bonnie Parker. Donc c'est pour ça que je voulais qu'il y ait Faye Dunaway en couverture. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les livres sur le Nouvel Hollywood, on a souvent une image de Faye Dunaway. C'est vrai, c'est l'icône parfaite, c'est associé au Nouvel Hollywood, Faye Dunaway. Oui, dans plusieurs livres sur le Nouvel Hollywood, c'est Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde qui apparaît, effectivement. Alors, avant qu'on parle effectivement de ça, du point de vue, et j'aimerais juste vous poser c'est une deuxième question, mais beaucoup plus personnelle, là, pour le coup. C'est tout simplement, alors j'ai quand même omis un meilleur journalistique, pour le coup, il faut quand même que je vous présente. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Caen-Normandie, et vous êtes membre du LASLAR, l'ASLAR, les lettres, art du spectacle, langue romane. Vous avez notamment co-dirigé aux presses universitaires de Rennes l'image, le secret, et vous êtes spécialiste d'esthétique cinématographique et d'histoire des formes, ce qui est, je veux dire, une connexion parfaite avec le Nouvel Hollywood. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles portant notamment sur les films de Brian De Palma, Martin Scorsese, Coppola et Peter Watkins. Voilà. Le Nouvel Hollywood, j'ai envie de vous demander, dans votre histoire du cinéma, donc là on est dans la subjectivité, comment il s'inscrit? Alors, on va dire, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un courant? Ça, on va en parler aussi après. Mais comment ça s'inscrit dans l'histoire dans votre histoire du cinéma et ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous avez décidé de vous poser et de lui consacrer un livre? Alors moi, dans mon histoire personnelle, c'est, je crois, les premiers chocs cinématographiques que j'ai eus. Alors, c'était finalement assez tardivement, je dirais, vers la fin de l'adolescence, en fait. Notamment en voyant Les Parrains, en voyant Taxi Driver, en voyant Bonnie and Clyde. C'est des films qui m'ont tout de suite énormément marqué. Dans un premier temps, j'avais pas du tout envisagé de les étudier, de devenir maître de conférence en études cinématographiques. Je me suis plutôt orienté dans un premier temps dans mes études vers la philosophie. Et ensuite,
après avoir échoué 2 fois à l'agrégation de philosophie, j'ai décidé de m'orienter vers le cinéma et c'est très bien. Ça, finalement, ça a été une très bonne chose que j'ai raté l'agrég de philosophie parce que comme ça, j'ai pu, à partir de mon master 2, m'orienter vers quelque chose qui m'intéressait et me touchait plus personnellement. Alors, entre-temps, j'avais découvert des réalisateurs comme Tarkovsky, comme Antonioni, que j'aime énormément en fait. Dans un premier temps, j'avais peut-être envisagé de faire une thèse sur Tarkovsky, et puis très rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de revenir à ce qui m'a marqué à la fin de mon adolescence, c'est-à-dire au Nouvel Hollywood, pour essayer d'approfondir un objet qui avait déjà été pas mal étudié finalement, puisque au début des années 2000, il y a eu un retour, pas mal d'études qui portaient justement sur le Nouvel Hollywood, notamment avec Jean-Baptiste Toré, avec Pierre Berthaumieux, aux États-Unis un petit peu avant ça avec Peter Biskind, avec Geoff King, avec Peter Kramer. Donc il y a eu plusieurs comme ça études sur le Nouvel Hollywood au début des années 2000. Mais finalement, quand je lisais ces livres, alors qui pour la plupart sont extrêmement intéressants et j'aime énormément ce que fait Jean-Baptiste Toré, c'est tout à fait passionnant, mais je trouvais qu'il y avait quand même la place pour faire quelque chose d'autre, et en particulier pour s'intéresser de près au style cinématographique. C'est ce qui me manquait un petit peu à la lecture de ces ouvrages, c'est-à-dire que c'était extrêmement riche sur la description du contexte politique, social, économique. En revanche, je trouvais que sur l'étude précise, à partir d'ailleurs de l'étude d'extraits de scènes de ces films-là, sur la tentative de montrer ce qui faisait la spécificité stylistique de ce courant ou de ce mouvement cinématographique, là, il y avait beaucoup plus de choses à développer et c'est pour ça que je me suis lancé finalement dans ce sujet pour ma thèse de doctorat, puisqu'en fait, ce livre, c'est une reprise de ma thèse de doctorat que j'ai raccourci, un petit peu simplifié pour la rendre aussi plus abordable pour le grand public. En fait. Voilà. Comment vous pouvez expliquer que le Nouvel Hollywood continue encore jusqu'à aujourd'hui de susciter un intérêt assez important, impressionnant, toute génération confondue, hein, toute génération confondue. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Peut-être déjà parce que c'est, je dirais, l'origine ou la source d'un cinéma qui existe encore aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que quand on étudie certaines époques du cinéma dit classique, en fait, on l'étudie souvent en tant qu'objet d'intérêt, mais parfois, on peut avoir le sentiment que ça ne correspond plus au type de cinéma qu'on voit aujourd'hui. Avec le Nouvel Hollywood, en fait, c'est vrai qu'on a des films qui, grâce à l'abolition du code de production dont je parlais tout à l'heure en 1966, vont aborder des thématiques qui nous parlent encore aujourd'hui. Ils vont le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne va plus hésiter à montrer la violence plein cadre, la nudité, on va aborder des questions de manière frontale liées à la sexualité. Donc, c'est des sujets qui nous touchent encore. Et surtout, je pense qu'il y a un renouvellement de la forme qui va aussi annoncer le cinéma qu'on appelle le cinéma contemporain, notamment à partir du début des années 80, ce qu'on appellera le postmodernisme, le maniérisme cinématographique. Donc tout ça est en germe en quelque sorte dans le Nouvel Hollywood et sera développé un petit peu plus tard dans les décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ce qui clôt aussi le Nouvel Hollywood, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est le fait que les blockbusters deviennent la forme dominante de la production à Hollywood. Donc, effectivement, les blockbusters, bon, c'est un petit peu ce qui met fin au Nouvel Hollywood. Mais si on parle des films qui ne font pas partie de cette catégorie des superproductions, des blockbusters, encore aujourd'hui, je dirais qu'on est quand même dans une époque où ce sont des films qui sont un peu dans le prolongement du Nouvel Hollywood, notamment dans le cinéma hollywoodien. Donc, c'est peut-être pour ça que ça parle. Après, je sais pas, c'est aussi une époque qui fascine, la fin des années 60 avec les mouvements, tous les mouvements contestataires, avec le mouvement de libération de la femme, les mouvements étudiants. Voilà, un moment, en fait, les hippies, évidemment, le mouvement hippie, la libération sexuelle. Donc, c'est une période qui fascine parce que c'est un moment où la liberté a vraiment été mise en avant
Et ensuite, les années 70, c'est souvent vu justement comme une période où, après cette euphorie de la fin des années 60, le Summer of Love en 67, etc., on revient sur quelque chose de beaucoup moins euphorisant pour le coup, jusqu'à arriver finalement dans les années 80 avec Reagan, avec la politique beaucoup plus conservatrice de Reagan, déjà avec Nixon avant. Donc voilà, c'est une période qui est assez fascinante, aussi bien du point de vue politique que du point de vue sociétal. Et je pense que les films du Nouvel Hollywood sont l'écho en fait de ces changements sociétaux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils nous parlent encore aujourd'hui. Mais j'ai pas de réponse absolument toute faite à cette question. C'est pas évident finalement de savoir pourquoi ça suscite toujours autant d'intérêt. Et les films donc de cette période entre 1967 et 1980, c'est ce que vous notifiez dans le sous-titre du livre. Ces films-là, finalement, est-ce que ils ont réellement révolutionné quelque chose dans la forme cinématographique, ou est-ce que ils sont le résultat de plusieurs influences, voire même peut-être du cinéma classique que nous connaissons avant les années 60? Est-ce qu'il y a de cela? Oui, effectivement, révolutionner, c'est peut-être un mot un peu fort, effectivement. Je dirais que si on prend comme cadre de référence le cinéma américain seulement, ou le cinéma hollywoodien plus précisément, effectivement, il révolutionne quand même quelque chose par rapport au cinéma hollywoodien antérieur. En revanche, si on regarde le cinéma à l'échelle mondiale, l'histoire du cinéma à l'échelle mondiale, là, c'est beaucoup moins le cas. Effectivement, comme vous l'avez bien souligné, le nouvel Hollywood les réalisateurs qui vont prendre le pouvoir à la fin des années 60, au début des années 70, et qui vont constituer ce mouvement cinématographique qu'on appelle le nouvel Hollywood, sont des réalisateurs qui vont être très influencés par plusieurs choses qu'il faut essayer de définir. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui a souvent été dit par la nouvelle vague française, par le free cinéma britannique, plus globalement, je dirais, par les nouveaux cinémas européens. Très souvent, des réalisateurs du Nouvel Hollywood étaient des réalisateurs très cinéphiles. Certains d'entre eux, ceux qu'on appelle les movie brats, donc notamment Coppola, Brian De Palma, Scorsese, ont fait des études dans des écoles de cinéma ou dans des universités. Ils ont fréquenté assidûment des cinémas arts et essais, des ciné-clubs. Ils connaissaient bien le cinéma de la nouvelle vague et plus largement les nouveaux cinémas européens. Donc, il y a cette influence-là dont il faut tenir compte. Personnellement, je trouve que parfois, elle est un petit peu surévaluée dans les études sur le Nouvel Hollywood. Et puis, il y a une autre influence très importante, je pense, c'est celle de la télévision. Parce que beaucoup de réalisateurs du Nouvel Hollywood, alors souvent qui commencent leur carrière un petit peu avant ceux que je viens de citer, donc un peu avant Coppola, Scorsese, De Palma, ont débuté à la télévision. Sont passés par le petit écran avant d'en venir au grand écran, et souvent sur deux types de programmes très différents, deux types de programmes télévisés très différents. D'un côté, il y a ceux qui ont travaillé sur ce qu'on appelle des dramatiques en direct, c'est-à-dire des émissions, des sortes de pièces de théâtre qui étaient filmées par plusieurs caméras en direct. C'est le cas d'Arthur Penn, c'est le cas de Sidney Lumet, de John Frankenheimer. Et ça les a, je pense, beaucoup influencés pour la suite de leur carrière cinématographique sur des questions stylistiques, en particulier de montage, de mouvement de caméra, etc. On pourra peut-être en reparler plus tard. Et il y a ceux qui sont passés non pas par les dramatiques télévisées en direct, mais par des séries filmées de manière beaucoup plus classique, sauf que ils avaient très très peu de moyens économiques pour faire ces séries filmées qui passaient à la télévision, et ça les a amenés à justement essayer d'autres techniques, essayer d'autres procédés. C'est souvent ces réalisateurs qui ensuite, dans le cadre de leur pratique cinématographique, ont beaucoup utilisé par exemple le zoom, parce que sur un tournage, le zoom, ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait, de changer de focale de manière très très rapide. Donc ça avait au départ, c'était une contrainte économique quand ils travaillaient pour la télévision, et puis plus tard, ils se le sont réappropriés, et puis ils ont essayé d'explorer toutes les potentialités, cette fois-ci esthétiques, stylistiques, du zoom dans leurs films du Nouvel Hollywood. Donc il y a ces influences-là, et puis même comme vous le dites aussi,
des influences du cinéma classique. Alors, on sait très bien, par exemple, que Scorsese est un très grand cinéphile, qu'il adore un certain nombre de réalisateurs du cinéma hollywoodien classique. Il y a aussi, bon, il y a un réalisateur du cinéma hollywoodien classique qui, pour moi, est très, très important pour comprendre le nouvel Hollywood, c'est Alfred Hitchcock. Parce que sur beaucoup de plans, il annonce justement l'évolution du point de vue que le nouvel Hollywood va développer, va étendre. Par exemple, on connaît tous des scènes de films de Hitchcock dans lesquelles il essaie de traduire d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire dans la forme filmique, l'état psychologique d'un personnage, et souvent de personnages qui sont affectés de troubles mentaux ou de phobies. Alors bien sûr, le plan le plus célèbre, c'est les travelling compensés que l'on trouve dans Vertigo. Mais voilà, ça c'est quelque chose, à mon avis, qui annonce le nouvel Hollywood. Et Hitchcock, évidemment, a marqué beaucoup de réalisateurs du nouvel Hollywood, et en particulier Brian De Palma, qui va reprendre de manière presque obsessionnelle dans certains de ses films des scènes matrices du cinéma de Hitchcock pour les rejouer, les refaire, les retravailler, etc. Voilà, la question des influences est très très complexe. On pourrait parler de l'école de New York, de John Cassavetes. Voilà, il y a même parfois aussi d'influences venues du cinéma expérimental. Hein. Par exemple, Dennis Hopper connaissait très bien un réalisateur comme Bruce Conner, un réalisateur important du cinéma expérimental. Et dans certains de ses films, notamment dans Easy Rider, dans la fameuse scène du cimetière vers la fin du film, il réalise finalement un film quasiment expérimental avec un montage très très rapide, une sorte de montage-collage qui rappelle justement la pratique de Bruce Conner. Vous évoquiez Alfred Hitchcock, le point de vue. C'est le sous-titre de votre livre. Là, pour le coup, j'aimerais qu'on parle maintenant de ça, du point de vue, parce que ça veut dire beaucoup de choses, le point de vue. Il y a plein de déclinaisons. Pourquoi, selon vous, c'était évident de travailler ce courant, ce mouvement, à travers le point de vue? Pourquoi c'est important, le point de vue, chez vous, par rapport à ça, par rapport au Nouvel Hollywood? Oui, en fait, au départ, moi, mon intention, c'était d'essayer de définir ce qui caractérise en propre le style du Nouvel Hollywood par rapport au style du cinéma américain hollywoodien antérieur et par rapport à ce qui vient après. Et en fait, mon intuition de départ, quand j'ai commencé ma thèse, ça m'est venu petit à petit finalement, c'est que je me suis dit, quand je regarde des films du cinéma hollywoodien classique, quand je regarde des films du Nouvel Hollywood, quand je regarde des blockbusters postmodernes, ça n'a pas le même effet sur moi en tant que spectateur. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait, et c'est ça que j'ai essayé d'éclaircir dans mon ouvrage, qu'il y avait une succession de régimes spectatoriels distincts. C'est ce que voilà, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, par exemple, pour le Nouvel Hollywood, j'ai proposé la notion d'implication. Pour celle du cinéma postmoderne, on peut reprendre la notion d'immersion qui est proposée par Laurent Julier dans certains de ses ouvrages. Donc, une fois que j'avais fait ce constat-là, je me suis dit, il faut essayer de voir comment la forme filmique produit ses effets sur le spectateur. Et à partir de là, je me suis aperçu que ce qui changeait, en tout cas ce qui m'a semblé être la modalité de changement la plus importante, c'était justement ce que j'ai appelé le point de vue. Alors, qu'est-ce que j'entends par point de vue? C'est la position, vraiment au sens géographique, topographique du terme, que les plans d'un film nous assignent à nous autres spectateurs à chaque instant. C'est-à-dire que en tant que spectateur, on est contraint, on est obligé à chaque instant du film d'accéder à l'univers diégétique, d'accéder à l'histoire qui nous est racontée par le biais d'un certain type de cadrage, d'un certain type d'échelle de plan, d'un certain type de mouvement de caméra. Et aussi, c'est la succession de ces positions, de ces places, de ces lieux que nous assigne le cadrage et la composition des plans grâce au montage. Donc, la succession dans la durée de ces différentes positions. Alors, pourquoi j'ai aussi voulu m'intéresser au point de vue? Parce que je trouvais que c'était une forme, c'est pour ça que j'appellerais ça une forme, le point de vue, qui est une forme relativement englobante, c'est-à-dire qu'elle me permettait ensuite d'étudier ces différentes déclinaisons, c'est-à-dire différentes figures de style, différentes techniques dans lesquelles elle se déclinait, quoi. Le point de vue se déclinait. Donc, par exemple,
dans mon ouvrage, j'étudie la question du zoom, j'étudie la question du ralenti, j'étudie le split screen, j'étudie la caméra portée, les caméras subjectives, voilà. Et le point de vue, c'est un petit peu ce qui permet de regrouper l'ensemble de ces figures de style. Voilà. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des ruptures assez importantes, d'abord à la fin des années 60, avec le début du Nouvel Hollywood, et ensuite à la fin des années 70, avec l'apparition d'un certain type de cinéma qu'on peut qualifier de postmoderne, et que cette évolution était importante sur le point de vue. Juste pour le dire rapidement, à mon avis, par rapport au cinéma hollywoodien classique, ce qui caractérise le point de vue du Nouvel Hollywood, c'est qu'on va aller, c'est un peu les deux grandes parties de mon ouvrage, d'un côté vers davantage de naturalisation du point de vue, et d'un autre côté vers davantage d'artificialisation du point de vue. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va avoir, avec le Nouvel Hollywood, une multiplication de plans qui se rapprochent de notre perception humaine naturelle, des plans qui rappellent beaucoup la manière dont on peut percevoir le monde qui nous entoure en tant qu'individu. Ça, ce sont les plans naturalisés. Et en même temps, de manière au premier abord un peu contradictoire ou paradoxale, on va avoir une multiplication de plans qui s'éloignent très fortement de notre perception humaine naturelle. Des points de vue entre guillemets impossibles, humainement impossibles. Par exemple, on ne peut pas faire de zoom avec nos yeux. Il y a une concentration de l'attention, mais en revanche, on ne peut pas changer d'échelle de plan comme ça. On ne peut pas évidemment faire de split screen avec nos yeux, c'est-à-dire diviser notre champ de vision en deux, par exemple. On ne peut pas changer les couleurs que l'on voit ou la lumière que l'on voit par une manipulation de la lumière ou de la couleur. Donc tout ça, ce sont des procédés qui tendent vers une artificialisation de la représentation. Et en fait, voilà, par rapport au cinéma antérieur, c'est ce que j'ai appelé une esthétique des extrêmes ou du grand écart, parce qu'on va vers davantage de plans naturalisés et en même temps vers davantage de plans artificialisés. Est-ce que ça passe aussi par l'aspect du corps du comédien ou de la comédienne, le point de vue? Alors, pour moi, pas par le corps, tel que moi j'aborde la question, c'est pas par rapport au corps du comédien ou de la comédienne, de l'acteur. C'est plus par rapport à ce que j'ai appelé le spectateur perspectif. Alors, c'est un petit peu complexe comme notion. En gros, si vous voulez, c'est le témoin invisible à la place duquel on est en tant que spectateur quand on regarde les images d'un film. On imagine, par exemple, que un des plans d'un film, c'est ce qu'aurait pu voir un personnage invisible, un témoin invisible qui assisterait à la scène, et ce qu'il pourrait voir et ce qu'il pourrait entendre. Et donc, ce spectateur perspectif, pour moi, justement, ce qui change avec le Nouvel Hollywood, c'est un petit peu complexe, mais c'est que sa corporéité est renforcée. Il a un degré de corporéité beaucoup plus importante que dans le cinéma hollywoodien classique, ce qui a, je dirais, des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire, d'un côté, comme il est beaucoup plus incarné dans un corps, il subit en quelque sorte les désagréments liés à la corporéité. Donc, par exemple, le fait que on va avoir beaucoup de plans de points de vue qui sont bouchés, obstrués, avec des obstacles visuels au premier plan, des points d'écoute où on entend mal ce qui se dit, comme dans la vraie vie, c'est-à-dire si on est mal placé, si on n'entend pas bien, on ne voit pas bien, et dans les films du Nouvel Hollywood, on va avoir beaucoup de plans où c'est le cas. On ne voit pas très bien, il y a des obstacles visuels, on n'entend pas très bien ce qui se dit, il y a un parasitage sonore, etc. Donc, justement parce que on n'est pas, comme dans le cinéma hollywoodien classique, toujours placé au meilleur endroit, au meilleur moment. Ça, c'est vraiment une convention qui est respectée par presque tous les films du cinéma classique. C'est que le point de vue, il est toujours optimal. On est toujours face au personnage, à l'endroit, tout près de lui, pour bien l'entendre, pour bien le voir son expression de visage, etc. Donc, on a toujours un point de vue qui est presque idéal dans le cinéma classique. Et le Nouvel Hollywood va rompre justement avec cette convention du point de vue idéal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on va avoir des points de vue empêchés, bouchés, gênés,
qui nous empêchent de bien saisir ce qui est en train de se passer, de bien entendre, de bien voir, etc. Pardon, Donc excusez-moi, ça, allez-y, ouais. je m'en prie, allez-y. Non, allez-y, parce que du coup, j'ai perdu le fil. Je suis désolé, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est... En fait, toute cette histoire de point de vue et donc de mouvement, parce que c'est aussi c'est une histoire de mouvement, est-ce qu'il y aurait une connexion aussi avec, pour le coup, sans faire de la psychologie de bazar, mais avec ce que vit à ce moment-là la société américaine? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est totalement en lien, je pense. J'en parle un tout petit peu à un endroit dans mon livre. C'est-à-dire que évidemment, le corps a été en quelque sorte empêché très longtemps aux États-Unis par une forme de puritanisme, une société très puritaine, les ligues de vertu justement qui ont poussé le cinéma hollywoodien à se doter d'un système d'autorégulation dont on a parlé tout à l'heure, le code Hays, le code de production. Et puis, il y a tout à coup, dans les années 60, un certain nombre de mouvements qui appellent justement à la libération du corps, à la révolution sexuelle, à la maîtrise de son propre corps pour les femmes, évidemment, avec la pilule, avec le droit à l'avortement, etc. Donc, cette évolution de la société, c'est-à-dire le fait que l'on va donner davantage de place au corps, aux affects, aux émotions, aux sensations viscérales du corps, va s'inscrire aussi dans les films, je pense. C'est-à-dire justement par la volonté de donner davantage de corporéité à ce que j'ai appelé ce témoin invisible, celui qui nous fait accéder à l'univers diégétique, celui qui nous assigne un certain nombre de positions qui sont qui constituent ce que j'ai appelé le point de vue. Juste pour compléter ce que je disais juste avant, non seulement donc on a les désavantages ou les inconvénients liés à la corporité, c'est-à-dire point de vue gêné, bouché, etc., mais en contrepartie, on va avoir des points de vue qui vont amener le spectateur à ressentir de manière beaucoup plus physique, presque viscérale parfois, les sensations, les émotions, les sentiments qui sont ceux des personnages proposés par les intrigues des films du Nouvel Hollywood. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le spectateur perspectif dans les films du Nouvel Hollywood, il est beaucoup plus perméable, je dirais, aux sentiments éprouvés par les personnages du film que celui du cinéma classique. Le point de vue dans le cinéma classique, il était globalement relativement neutre, relativement désincarné. Eh bien, avec les films du Nouvel Hollywood, il est beaucoup plus incarné, mais aussi beaucoup plus sensible, en quelque sorte, aux émotions, alors soit qui sont celles de la situation globale, des enjeux de la situation globale, soit celles qui sont éprouvées par les personnages à tel ou tel moment de l'intrigue. On a toujours été dans le livre, mais il y a une question que je pose toujours quand je reçois un écrivain ou une écrivaine, c'est le travail sur la structure, sur l'architecture du livre. J'aurais voulu savoir comment, parce que c'est quand même un sujet tellement vaste, comment vous avez travaillé la structure du livre, donc le sommaire. C'est venu finalement assez naturellement dans mon travail de thèse, cette division en deux grandes parties, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que finalement, ce qui m'est apparu très rapidement, en fait, je suis parti vraiment de l'étude des films. J'ai étudié énormément d'extraits de films et à partir de ces extraits, j'ai cherché à trouver des récurrences, des choses qui revenaient de manière constante et qui donc seraient définitoires en quelque sorte du style du Nouvel Hollywood. Et en faisant cela, je me suis aperçu que les résultats que j'obtenais, on pouvait très rapidement les regrouper en deux grandes tendances. En fait, deux grandes tendances apparemment au premier abord opposées l'une à l'autre, mais que l'on peut dans certains cas articuler. Donc la première tendance, c'est celle que je décrivais tout à l'heure, donc les naturalisations du point de vue, et la deuxième, artificialisation au pluriel du point de vue. Et ensuite, à l'intérieur de ces deux grandes parties, j'ai cherché les différentes déclinaisons de la naturalisation du point de vue, aussi bien du point de vue optique que du point de vue sonore. Et donc, j'ai essayé d'étudier les différentes figures de style, différentes techniques qui étaient récurrentes vraiment dans les films du Nouvel Hollywood. Bon, c'est tout. Il y a quand même des choses qu'on voit immédiatement quand on voit un film du Nouvel Hollywood. On sait que c'est un film du Nouvel Hollywood, en tout cas de cette période-là. Des films qui ont beaucoup de grains, des films qui utilisent abondamment le zoom avant, zoom arrière,
Voilà, ce sont des caractéristiques assez, une texture d'image relativement sale par rapport à ce à quoi on peut être habitué avec le cinéma classique ou avec le cinéma beaucoup plus contemporain. Tout ça, c'est des choses qui sont assez évidentes quand on voit un film du Nouvel Hollywood et qui permettent de le reconnaître presque immédiatement. Donc voilà, j'ai essayé d'étudier les uns après les autres ces différents procédés, ces différentes figures de style qui participe soit à la naturalisation du point de vue, soit à son artificialisation. Je vais me permettre de lire si vous, les différents chapitres du livre pour que qu'on puisse avoir un point de vue, un aperçu, pardon. Donc, dans la première partie naturalisation du point de vue, il y a la caméra portée ou la vision déstabilisée, puis la caméra subjective ou la vision partagée, les plans objectifs subjectivés ou la vision gênée et limitée. On va revenir sur ça parce que j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu, parce que c'est tellement... Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce livre. Quand on commence à essayer de s'intéresser au Nouvel Hollywood, c'est vrai que le livre propose une autre vision, une autre manière de travailler ce courant. D'ailleurs, il faut que je vous pose une question sur ça, sur la notion de courant aussi. Ensuite, il y a le feuilletage des sons ou l'audition non sélective, ça vous en avez parlé un petit peu dans l'émission, les mouvements d'appareil complexes ou la vision mobilisée, et ensuite d'une vision quasi omnisciente mais désengagée à une perception limitée mais incarnée. Ensuite, il y a effectivement la deuxième partie, grosse partie, l'artificialisation du point de vue. Là, vous questionnez le zoom ou l'agrandissement et les métamorphoses perspectives, ça, vous en avez un petit peu parlé, le ralenti ou l'étirement du temps, le split screen ou la multiplication schizophrène des points de vue, ça aussi je pense qu'il faut qu'on y revienne, le montage ultra rapide ou le kaléidoscope des représentations, les lumières diffuses et couleurs affadies ou l'estompage et l'adoucissement, et puis vous terminez sur l'énonciation discrète et neutre à un point de vue ostensible et frappant. Il y a une question que je voulais vous poser, enfin j'aurais dû vous la poser dès le début, c'est par rapport à cette idée de mouvement, de courant, donc de style. Parce que vous dites dans le bouquin que ce qui vous intéresse, c'est de travailler, de questionner le style, mais style de groupe, et non pas forcément en prenant des exemples précis d'individus. Donc la question extrêmement basique, est-ce qu'il y a un style? Un style de groupe par rapport au Nouvel Hollywood? Par rapport au oui, Nouvel Hollywood. Moi je pense que oui, effectivement. Alors, c'est toujours très complexe et délicat d'essayer de définir un style de groupe. Donc, c'est quelque chose qu'avaient déjà essayé de faire dans leur ouvrage de référence David Bordwell, Janet Steiger et Christine Thompson, donc sur le Hollywood classique, qui est un cinéma dont ils ont essayé de définir les principales caractéristiques. Donc moi, ce que je voulais essayer de faire, c'était un petit peu quelque chose d'assez proche de ça, mais pour le Nouvel Hollywood, effectivement. Oui, je pense qu'il y a quand même des récurrences au-delà des différences entre réalisateurs, parce qu'évidemment, chaque réalisateur a son style propre, évidemment. Mais au-delà de ces différences entre réalisateurs, il me semble qu'on arrive à retrouver des points communs entre les réalisateurs, des tendances lourdes. Et en particulier, bon, pour moi, il y a une tendance vraiment qui est très marquante et qui constitue, je dirais, la tendance principale du Nouvel Hollywood, c'est l'utilisation de ce qu'on peut appeler des métaphores stylistiques, et en particulier ce que j'ai appelé la personnalisation de la représentation. C'est-à-dire que on va très souvent, dans les films de Nouvel Hollywood, chercher à traduire sur le plan de la forme filmique, dans le style filmique, les enjeux même du contenu, c'est-à-dire de la situation qui nous est présentée et surtout de la psychologie des personnages, des états mentaux et des états corporels des personnages. On va essayer de les traduire dans la forme filmique. Comment, par un mouvement de caméra, on peut nous faire sentir à nous autres spectateurs ce que le jeu de l'acteur nous fait déjà sentir, pour en renforcer en quelque sorte l'impact auprès du spectateur. Donc c'est ça, cette idée que on cherche systématiquement à traduire dans la forme filmique des éléments qui relèvent de ce qu'on appelle généralement le contenu, c'est-à-dire la psychologie des personnages ou je dirais l'atmosphère ou l'ambiance générale d'une scène. Ça, c'est vraiment, je trouve, une tendance extrêmement forte du Nouvel Hollywood. La volonté de traduire par tous les moyens possibles, en tout cas les moyens stylistiques possibles, la subjectivité des personnages. Voilà, ça c'est vraiment la personnalisation, ce que j'ai appelé la personnalisation de la représentation. Je reprends
cette notion de personnalisation à Marc Vernet. Et je trouve que c'est vraiment une tendance très, très forte du nouvel Hollywood par rapport au cinéma antérieur. Après, est-ce que c'est un courant ou un mouvement cinématographique là-dessus, j'ai pas de réponse. Je trouve quand même qu'il y a au-delà des différences importantes entre les cinéastes, évidemment, Robert Altman n'a rien à voir avec Brian De Palma, qui n'a rien à voir avec Scorsese. Voilà, ils ont des points communs, ils ont aussi des différences. C'est tous des personnalités très très fortes, des individus qui ont marqué l'histoire du cinéma à leur manière. Mais au-delà de cette diversité-là, je trouve quand même qu'on peut vraiment voir qu'il y a une sorte d'unité, enfin, peut-être c'est un peu fort le mot d'unité, mais qu'en tout cas, il y a une dizaine d'années, voilà, de 1967, la date de début, c'est assez clair. À la fin des années 70, là, c'est plus difficile de définir quand est-ce que s'arrête vraiment le nouvel Hollywood, où on sent quand même qu'il y a, je sais pas comment dire, quelque chose de commun à ces films-là. Vraiment, c'est plus de l'ordre de l'intuition. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez quand vous voyez ces films-là, mais il me semble vraiment qu'il y a quelque chose de commun du point de vue du style notamment, mais pas seulement aussi du point de vue thématique, du point de vue d'une certaine tonalité aussi. Hein. On voit bien que dans les années 80, on va revenir à des films qui sont beaucoup plus positifs, où on essaie de mettre en avant vraiment le héros. On revient au principe du cinéma classique. Dans les films de Hollywood, on a beaucoup de anti-héros, c'est-à-dire de personnages qui ne savent pas trop où ils vont, qui sont dans l'errance, ou bien qui n'ont pas d'objectif clair, qui échouent, voilà. On a beaucoup de anti-héros et ça aussi c'est quelque chose qui est assez caractéristique du nouvel Hollywood. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a peut-être pas une unité stylistique, mais en tout cas il y a une certaine forme d'homogénéité entre les films de la période, au-delà des différences de genre et au-delà des différences d'auteurs, de réalisateurs. Dans le livre, à un moment, vous parlez de plans objectifs subjectivés où la vision gênée est limitée. C'est quoi exactement les plans objectifs subjectivés? J'aurais bien voulu vous en parler de ça. Oui, alors ça, pour moi, c'est vraiment justement une des grandes tendances du nouvel Hollywood. C'est-à-dire que on va en quelque sorte dans des plans, ce qu'on appelle des plans objectifs. Donc les plans objectifs, ce sont les plans dans lesquels on ne partage pas la perception d'un des personnages. Dans ces plans objectifs, on va en quelque sorte dans les films de Hollywood, on va avoir des plans objectifs qui vont ressembler énormément à des plans subjectifs. Dans les plans subjectifs, très souvent, notamment dans les scènes de voyeurisme, on a beaucoup de scènes de voyeurisme dans les films de Nouvelle Hollywood. Lorsqu'on a un plan subjectif à travers les yeux d'un voyeur, très souvent, par exemple, on va avoir des obstacles visuels au premier plan parce qu'on ne peut pas se rapprocher de la personne qui est épiée sans courir le risque d'être soi-même vu lorsqu'on est un voyeur. On va avoir des obstacles visuels, on ne va pas être placé au bon endroit, l'échelle de plan ne va pas être adaptée, c'est-à-dire qu'on va voir tout petit de la personne qui est épiée alors que dans un plan d'ensemble, alors qu'évidemment l'objectif du voyeur est de se rapprocher en quelque sorte de sa proie. Donc toutes ces caractéristiques propres au plan subjectif vont se retrouver dans des plans objectifs. Alors qu'en réalité, évidemment, au tournage, le réalisateur aurait pu choisir de nous placer au meilleur endroit, au meilleur moment. Donc, de choisir un point de vue optimal, de nous placer près de l'action, sans qu'il y ait d'obstacles visuels, sans qu'il y ait de parasitage, en choisissant la bonne échelle de plan, etc. Mais il choisit volontairement de ne pas faire ça. Mais au contraire de proposer des plans qui finalement se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, de notre perception humaine naturelle, c'est-à-dire des points de vue bouchés, opaques, empêchés, parasités par toutes sortes de choses qui font que finalement, ce qu'on nous rappelle, c'est un petit peu notre humaine condition, les faibles pouvoirs de nos sens, le fait qu'on ne peut pas tout voir et tout entendre parfaitement à tout instant. Et donc, c'est ça aussi qui fait que ces films, ils nous parlent, parce qu'en fait, ils se rapprochent beaucoup de notre vécu, je pense, de notre vécu en tant qu'individu. Et on n'est plus capable de se téléporter comme on pouvait le faire instantanément avec le cinéma hollywoodien classique, d'un endroit à un autre pour changer de point de vue sur une même scène, etc. Là, on va être obligé avec les mouvements d'appareil, de parcourir toutes les positions intermédiaires entre un point de départ et un point d'arrivée. Tout ça renforce vraiment la corporéité du
porteur du point de vue, si j'ose ce terme. Une dernière question, je rappelle quand même le Nouvel Hollywood de 67-80, une réinvention du point de vue, c'est édité chez Presse Universitaire de Rennes. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. On a parlé de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre, donc comme ça va attiser votre curiosité. Mais une dernière question, qui est plus une question ouverte, on en a un petit peu parlé au début de l'émission. Vous vous permettez de dater la fin du Nouvel Hollywood en 1980 avec beaucoup de prudence quand même. Mais aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il y a encore des aspects liés à cette période du Nouvel Hollywood? Est-ce qu'il y a eu des répercussions ou est-ce qu'on est encore peut-être dans le Nouvel Hollywood encore? C'est une très bonne question. Moi, je pense pas qu'on soit encore dans le Nouvel Hollywood. Alors, là-dessus, justement, il y a tout un débat, en fait. Je vais pas me permettre de parler à leur place, mais par exemple, quelqu'un comme Pierre Berthaumieux, que vous avez sans doute déjà reçu, qui a écrit en tout cas, qui a écrit plusieurs tomes sur l'histoire du cinéma hollywoodien, je pense, ne considérerait pas qu'il y a vraiment une rupture à la fin des années 70 et que d'une certaine manière, on est toujours dans la continuité du Nouvel Hollywood. Pour ma part, je pense que d'un point de vue stylistique, il y a quand même des choses très marquantes qui arrivent à la fin des années 70. On n'en a pas parlé, mais par exemple, l'arrivée du Steadicam, l'arrivée de la Luma, le fait qu'on va avoir de plus en plus de mouvements de caméra extrêmement complexes, le fait qu'on va de plus en plus chercher le bain de sensations pour le spectateur pour lui-même, c'est-à-dire on va chercher à euphoriser le spectateur, mais sans rattacher ça à la compréhension de la psychologie d'un personnage, par exemple, mais simplement pour euphoriser, griser le spectateur. C'est typiquement les travelling avant de Star Wars, par exemple. Donc pour moi, il y a quand même une rupture là. Mais effectivement, et après, évidemment, c'est pas du jour au lendemain que le Nouvel Hollywood s'arrête. Les réalisateurs comme Coppola, Scorsese, De Palma, par exemple, vont continuer à faire des films dans les années 80-90, même Spielberg, Lucas, etc., qui, je pense, poursuivent, reprennent des choses qui ont été mises en place par le Nouvel Hollywood, notamment cette idée de personnalisation de la représentation, c'est-à-dire de cette volonté de traduire systématiquement la subjectivité, l'intériorité des personnages dans la forme filmique. Et que cette forme filmique vienne en quelque sorte redoubler la mise en scène et le jeu des acteurs dans la production du sens. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui continue à exister aujourd'hui dans beaucoup de productions. Et évidemment, il y a des réalisateurs plus récents qui sont vraiment, je pense, dans la continuité du Nouvel Hollywood et qui le revendiquent. Bon, Michael Mann, même s'il a commencé sa carrière presque à l'époque du Nouvel Hollywood, mais ensuite, par exemple, quelqu'un comme James Gray, c'est quelqu'un qui parle sans arrêt justement du Nouvel Hollywood, de l'influence que le Nouvel Hollywood a eu sur lui, et qui, dans ses films, je trouve, a quelque chose qui est assez proche, justement, dans la manière dont il traite la psychologie des personnages du point de vue stylistique. Il y a quelque chose de très proche, je trouve, du Nouvel Hollywood. Donc voilà, il y a une lignée qui continue, en quelque sorte, je pense, le Nouvel Hollywood encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très troublant, c'est peut-être même pas une théorie, je veux dire, j'y viens d'y penser là comme ça, mais il y a deux cinéastes, même il y a quelques cinéastes qui s'interrogent beaucoup sur la période où de leur adolescence, et très souvent ces années 70. Je pense par exemple à Paul Thomas Anderson, The Licorice Pizza. Bon, là, il y a un moment, si on ne voit pas, c'est qu'on est aveugle. Et parce qu'en plus de ça, il y a vraiment des corps il y a des personnages de cinéma dans ce film. Il y a vraiment des gens qui ont bel et bien existé. Et puis Thomas Anderson, c'est toujours revendiqué d'Altman. Vous parliez du son, là, on est dedans. Ouais. Et puis, et James Gray, Armageddon Time. Bon, c'est plus les années 80, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui renvoie un peu à, non pas forcément à une nostalgie, mais plutôt à cette mélancolie qu'on trouvait aussi dans le Nouvel Hollywood. Absolument. C'est tout à fait vrai. Je partage tout à fait ce que vous dites. Dans un autre versant, il y a aussi Tarantino, mais là, on est dans quelque chose de très différent. Exactement. Et apparemment, on va d'ailleurs sortir un livre sur le Nouvel Hollywood bientôt, donc j'attends ça avec impatience. Voilà, c'est très très troublant tout ça, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, c'est ça qui est passionnant. Le Nouvel Hollywood, 67-80, ce qui est fascinant dans cette émission que nous venons de faire, c'est que
je crois que nous n'avons jamais cité, sauf une fois peut-être au début du livre, un titre de film. Et je trouve ça bien parce que ça veut dire que vraiment vous avez, c'est important aussi de, comment dire, de comprendre cette période-là à travers le style, la mise en scène, la technicité, et donc d'aller beaucoup plus loin, quoi, dans la face cachée de l'iceberg, comme on dit banalement aujourd'hui. Évidemment, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a énormément d'exemples pris dans des dizaines et des dizaines de films. Donc justement, ça compense un peu le fait que là, on a surtout parlé de manière assez théorique et assez générale. Eh bien, c'est très bien, c'est superbe, c'est bien de parler de théorie aussi. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Baptiste Villeneuve. Les informations sont dans le descriptif de cette vidéo et je vous invite vraiment, vraiment à vous procurer le livre, c'est assez passionnant. Merci à vous, c'était un plaisir, en tout cas. Et pour moi aussi, merci pour l'invitation. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my